Bien, nous allons reprendre. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là le matin, bienvenue à cette journée dont la deuxième séance a été conçue comme une séance où un peu les intervenants ayant des expériences sur d'autres terrains viendraient, sur d'autres terrains et également sur la Syrie, évidemment, viendraient apporter un éclairage, chacun son expérience, chacun sa vision de ce qui se fait, ce qui s'est fait, ce qui peut se faire dans un cas comme celui de la Syrie. Alors, donc, nous avons à la fois des organismes aussi importants et imposants que l'UNESCO. Merci d'être venu, Nada Al-Hassan, nous parler de l'expérience de l'UNESCO, et puis des organismes, des ONG qui travaillent sur le terrain depuis des années, qui ont acquis une très grande expérience. Alors, un regret peut-être que nous avions exprimé, Sophie Cluzan et moi, et c'est vrai que c'est moi qui porte la responsabilité de ne pas avoir cherché suffisamment. Moi, je pensais en fait, on pensait à tous les deux qu'il était important d'avoir un petit volet juridique. Mais peut-être que ceux qui vont intervenir vont nous dire un petit peu, peut-être qu'ils en ont l'expérience et ils pourront en parler. Je me souviens d'un colloque auquel Jad Tabet avait participé sur la sauvegarde de la ville de Tripoli du Liban, où il était question d'un arsenal de lois qui était proposé et qui traînait dans les commissions parlementaires, justement, et qui fait partie de cette panoplie de moyens qu'il faut mettre en place pour empêcher non seulement le vol des antiquités, etc., mais aussi ce qui peut se produire lorsque les promoteurs, ils le font très très en amont, lorsque les promoteurs envisagent de mettre la main sur les superficies qui ont été complètement détruites par les bombes. Alors, donc, j'ai cet après-midi avec moi 5 intervenants, pardon. Nada Al-Hassan, qui est chef de l'unité des États arabes au centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, et qui a une expérience forte ancienne d'ailleurs. Elle a été responsable du patrimoine culturel au sein du fameux projet Bethléem 2000, pour ceux qui en ont entendu parler, avant de rejoindre l'UNESCO. C'est un programme qui avait été initié par le PNUD, le programme des Nations Unies de développement pour le développement humain. Alors, Nada, je vous passe la parole. Merci. Oui. Alors, ici, c'est pour avancer. Ici pour... D'accord, merci beaucoup. Bonjour. Merci de votre invitation, François, et merci beaucoup, Sophie Cluzan, d'avoir co-organisé ce colloque très, très important. Nous sommes très heureux à l'UNESCO d'être en contact avec tous les partenaires que vous avez invités. Nous sommes déjà en contact avec plein d'entre eux, et justement, cette rencontre est le début de plusieurs réunions internationales, dont une que nous organisons fin mai et dont je vous parlerai plus tard. Alors, suite à la réunion de ce matin, il est encore plus important de clarifier le mandat de l'UNESCO, expliquer ce qu'on fait, clarifier les malentendus que j'ai entendus ce matin et, hors de toute polémique, je l'espère, discuter avec transparence de ce qu'on peut faire ensemble pour arriver à des résultats positifs ensemble, toute la communauté internationale et la société civile qui œuvre pour la protection du patrimoine. Vous savez que le patrimoine est souvent l'expression de l'histoire partagée entre plusieurs États, plusieurs communautés.
Dans le cas d'un conflit, il peut souvent être ciblé et devenir donc objet du conflit. C'est le cas partiellement en Syrie, surtout dans ce que nous voyons ces derniers temps en tant que destruction à caractère idéologique. La destruction du patrimoine étant si importante, sa construction est à la base d'une reconstruction après les guerres et à la base d'une réconciliation au sein d'une société. C'est dans cet esprit-là que l'UNESCO travaille sur la conservation du patrimoine. Et à travers tous les traités internationaux que sûrement les spécialistes ici présents connaissent bien. Donc ces traités internationaux sont les outils dont dispose l'UNESCO pour faciliter la coopération internationale dans la conservation de tous les patrimoines, donc patrimoine bâti, mobilier et immatériel, et sont donc des ressources qui permettent des mécanismes non seulement de droit international, mais aussi de solidarité, de soutien et de financement. Ces traités sont aussi, donnent aux États signataires des devoirs. Donc des devoirs, ils bénéficient par ces traités, par l'aide internationale et la solidarité internationale, mais ils ont des devoirs auxquels répondre et donc on verra ça. Donc ces traités sont la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, la Convention de La Haye dont Cheikh Moussa avait parlé avant, la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels, et bien sûr la Convention du patrimoine mondial. Je suis très heureuse que Jacques Montluçon ait parlé ce matin de patrimoine immatériel. Je dirais que c'est la première fois que l'UNESCO, en cas de conflit, attribue à ce patrimoine l'importance qu'il mérite. Cette convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel fait partie des outils que nous utilisons pour documenter ce qui se passe en tant que perte en Syrie maintenant et programmer les actions futures. Donc l'UNESCO opère sur deux niveaux, un niveau diplomatique et un niveau opérationnel. Maintenant, il faut dire que l'UNESCO, avec les ressources que nous avons et le mandat que nous avons, ne peut pas remplacer ce que font les autres organisations internationales, ce que fait la société civile, qui est extrêmement important et qui doit continuer, et qui a été donc mise en valeur ce matin. On a vu sa valeur de documentation, on va voir cet après-midi les actions concrètes. Notre mandat est un mandat de neutralité politique et un mandat qui nous confère un rôle de fédérateur, donc automatiquement de coordination et Michel Makdissi parlait de rivalité ce matin. Donc c'est en effet un mandat pour rallier tous les efforts et transformer la rivalité en coopération internationale. À ce sujet, je suis heureuse de la polémique, que j'appellerais polémique, lancée par Michel Makdissi ce matin. J'espère qu'il est dans la salle. Sinon, je suis très heureuse de poursuivre le dialogue avec lui parce que je pense qu'il a posé des questions très importantes et légitimes que le grand public se pose, mais que le grand public se pose par rapport à l'ONU en général, pas seulement par rapport à l'UNESCO en particulier. Ce sont des questions qui demandent quel est le poids des traités internationaux dans une guerre d'une extrême violence comme celle qu'on voit en Syrie, quel est le poids de l'ONU dans l'ordre mondial, comment influencer les décisions du Conseil de sécurité et comment nous, on navigue à travers cette réelle politique qui existe autour de nous parce que nous ne travaillons pas en marge de cette réalité. Donc je vais expliquer sur le plan diplomatique qu'est-ce qu'on fait afin que vous voyez un peu comment nous naviguons à travers les méandres de la politique et de la diplomatie onusienne.
Donc, ces déclarations, les déclarations que Madame Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, fait et a fait, qu'elle a fait avec Monsieur Ban Ki-moon et Monsieur Lakhdar Brahimi, ou toute seule, dénonçant la destruction du patrimoine, dénonçant l'occupation militaire du patrimoine, ces déclarations ne vont pas dans le vide. Elles se transforment en mode de pression sur les membres du Conseil de sécurité et en résolution de l'ONU. Voilà, une résolution de l'ONU ne se fait pas seulement parce que la communauté internationale veut une chose, elles se font parce que des organisations comme l'UNESCO, dans le cas du patrimoine, poussent et sensibilisent les politiques à cette fin. Donc, parallèlement à ça, la directrice générale, elle envoie des lettres qui ne sont pas exposées au grand public, aux négociateurs, donc représentants internationaux dans les négociations de Genève, aux membres de sécurité en demandant notamment, par exemple, un moratoire sur la vente d'objets en provenance de Syrie, quel qu'il soit, comme ce qui a été fait d'ailleurs avec l'Irak. Et puis le contrôle sur les frontières donc des pays limitrophes à la Syrie pour contrôler le trafic illicite. Vous voyez par exemple le Conseil de sécurité a adopté une résolution, ce n'est pas encore l'idéal, mais une résolution dans laquelle il demande à toutes les parties du conflit de respecter le patrimoine, de respecter la mosaïque donc, du patrimoine syrien et les sites du patrimoine mondial. On est loin d'un moratoire de la vente des objets syriens, des objets, disons, je veux dire mobiliers. On est loin d'une intervention plus puissante pour empêcher la destruction du patrimoine. Mais vous savez qu'au sein même du Conseil de sécurité, il y a des tensions politiques très grandes et opposées, ce qui fait que ça neutralise aussi l'action sur le patrimoine. Et nous sommes aussi tributaires de ça. Et il faut le savoir, on n'opère pas dans un vide. Donc, mais la sensibilisation va bon train. Les ministres des Affaires étrangères de France, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Chine ont tous répondu présents et soutiennent donc nos appels. Et les pays comme la Turquie, la Jordanie, le Liban sont, contrairement à ce que pense le grand public, très actifs pour intercepter le trafic actuel d'objets d'art, malgré la difficulté de contrôler les frontières. Donc voilà, ça c'est une série de déclarations qui ont eu lieu, mais c'est quand Ban Ki-moon, Lakhdar Brahimi et Bokova font une déclaration à trois, ça sensibilise les États membres. Il y a eu des discussions à l'Assemblée générale de l'ONU suite à cette déclaration, etc. Et voilà, la politique internationale se fait aussi par des groupes de pression, et les groupes de pression se réfèrent à ces déclarations. Donc ces déclarations ne sont pas seulement des mots, elles ont un poids politique, et ça se construit petit à petit et d'une manière exponentielle. Ensuite, il y a la partie opérationnelle de notre travail et qui est, disons, la plus importante, je trouve, dans ce cas, parce que c'est là où l'UNESCO, à sa naissance, avait pris toute sa genèse de la reconstruction, du transport ou de l'anastylose de tous les temples égyptiens qui étaient ensevelis sous l'eau du barrage d'Assouan. Et c'est notre mandat dans le domaine du patrimoine est un mandat, disons, c'est dans notre tradition. Notre réseau d'experts est un réseau de très haute qualité. Et ce que nous pouvons faire dans le patrimoine, et je crois, peut avoir des résultats très efficaces. Et je vous parlerai après du Mali, de l'Afghanistan et de l'Irak. La partie opérationnelle ne se fait pas toute seule. Nous sommes en partenariat avec l'ICOMOS, l'ICROM,
Interpol, la commission World Customs Organization, donc l'organisation internationale des douanes, et d'autres organisations, ainsi que la communauté internationale, donc les missions archéologiques, les universités, les institutions comme l'Union européenne, l'AGACAN, etc., qui ont travaillé en Syrie, qui ont financé des projets culturels ou sur l'archéologie là-bas, afin de mobiliser toutes ces connaissances, toutes ces ressources et toutes ces expertises et de travailler ensemble pour conserver et documenter d'ailleurs ce qui se passe aussi sur le terrain. Donc, grâce aux conventions, il y a certaines mesures qui aussi participent de la sensibilisation et du financement, comme lors du classement des 6 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, 6 sites syriens, et la décision du comité du patrimoine mondial de créer un fonds pour la Syrie. Suite à ça, nous avons mobilisé des fonds avec l'Union européenne, avec le gouvernement flamand et avec le gouvernement du Bahreïn. Donc, il y a des choses positives qui se créent grâce à ces traités internationaux. Donc, encore une fois, ce ne sont pas que des traités, ce sont des outils de coopération internationale. Ensuite, nous avons, certains d'entre vous étaient présents à des réunions techniques que nous avons organisées à Amman sur le trafic illicite, notamment avec les polices de frontières des pays limitrophes de la Syrie. À Paris, avec l'ICROM, l'ICOMOS et les autres partenaires institutionnels et l'Ardar Brahimi qui était avec nous pour donc convenir ensemble d'un plan d'action à court, moyen et long terme pour le patrimoine syrien. Et puis une réunion plus petite que nous avons faite à la demande de la direction des antiquités et des musées de Syrie pour leur donner des recommandations techniques sur la prévention des risques à Damas, dans la vieille ville de Damas, et ce suite à la destruction des souks Taleb. Alors le volet, et là je vais terminer bientôt François, le volet disons opérationnel le plus important sur lequel nous travaillons aujourd'hui est un projet de l'Union européenne que nous réalisons avec l'ICROM et l'ICOMOS, et qui a 3 volets donc importants et qui répond à la question que peut-on nous faire pendant le conflit ? C'est-à-dire, étant donné que nous ne pouvons pas nous rendre dans des zones en conflit où notre vie est risquée, la vie de nos experts est risquée, comme vous le savez, même les journalistes, bien sûr, peinent à y aller, les gens qui travaillent sur la santé publique et sur donc les réfugiés, etc., peinent à y aller. Donc, il ne s'agit pas de faire des missions suicidaires pour conserver le patrimoine. Il s'agit de soutenir ceux qui sont sur place et qui le font et dont je salue vraiment les efforts de tous bords. Le projet de l'Union européenne, qui est d'ailleurs dirigé par une collègue qui est présente ici, qui s'appelle Cristina Menegazzi, qui est basée à Beyrouth, et a 3 volets. Un volet documentation dans le cadre duquel nous faisons un observatoire international du patrimoine culturel syrien et qui ne se veut pas une rivalité avec les autres observatoires en cours, mais qui se veut comme unificateur de tous ces efforts et une manière de coordonner le travail et de se diviser les tâches et de créer une synergie entre tout ce qui se passe et des mêmes outils méthodologiques afin d'éviter donc cette multiplication d'efforts parallèles et tous incomplets. Donc la création de cet observatoire sera l'un des objets principaux de notre réunion du 26 au 28 mai prochain à Paris. Et la création aussi de bases de données, d'experts et de documents, non pas pour posséder les documents à l'UNESCO, mais pour les localiser, afin d'avoir très clairement des équipes scientifiques et techniques tout à fait prêtes à intervenir le jour où on peut y aller, et afin de ne pas perdre de temps le jour où on peut aller travailler en Syrie. On aura ainsi des équipes prêtes pour chaque site avec la crème de l'archéologie, de l'ingénierie, de la consolidation, de la documentation, etc., etc.
Le deuxième volet est un volet de sensibilisation. Vous savez, au Mali, nous avons fait ce qu'on appelle le passeport du patrimoine malien, qui a été très utile pour les forces onusiennes d'intervention et qui a épargné des dégâts au patrimoine. Donc ça, c'est l'un des volets sur lequel nous travaillerons, avec aussi un travail d'éducation dans les camps de réfugiés. Et troisièmement, comme disent les Anglais, last but not least, c'est nous travaillons sur le renforcement des capacités des acteurs syriens dans toute la Syrie pour sécuriser les collections muséales, inventorier les collections. On en parlait tout à l'heure avec Sophie Cluzan. La Syrie a des inventaires très incomplets, donc inventorier ce qui peut se faire, car on ne peut faire de restitution plus tard après la guerre que si c'est prouvé que le patrimoine appartenait bien à la Syrie avant son vol ou sa vente. Le renforcement des capacités a aussi lieu dans le domaine de la consolidation architecturale, dans les mesures d'urgence, pour la police des frontières, donc des pays limitrophes et de la police syrienne, et dans d'autres domaines. Donc voilà rapidement le contenu de ce projet que nous sommes très heureux d'avoir commencé début mars et dont le lancement va se faire avec cette réunion internationale qui aura lieu du 26 au 28 mai 2014 et à laquelle nous espérons vraiment que tous les spécialistes ici présents pourront participer. Je finis en évoquant la question de l'Afghanistan. Bien sûr, la destruction des Bouddhas de Bamiyan vient aux esprits quand on voit ce qui se passe en Syrie et comment la situation évolue par rapport au mausolée soufi ou aujourd'hui la destruction de cette... dont on a vu l'image de cette statue de l'âge du bronze. En effet, il est très difficile de combattre la destruction du patrimoine quand c'est mu par des raisons idéologiques. C'est très difficile de combattre des ignorants armés. Quand l'Afghanistan, quand on savait que les Bouddhas de Bamiyan allaient être détruits, le directeur général de l'UNESCO avait envoyé une délégation de théologiens et d'imams de la mosquée Al-Azhar et d'autres mosquées importantes afin qu'il y ait une médiation avec les talibans. Donc, ce sont encore une fois des choses qui se font dans les coulisses, qui ne sont pas exposées au grand public. Il y a eu un grand effort de médiation diplomatique avec beaucoup de pays qui avaient eu une influence dans le conflit afghan. Et malheureusement, devant l'ignorance armée, il est très difficile d'opérer. C'est ce qu'on voit en Syrie. Donc, je voudrais juste déclarer notre impuissance par rapport à ça et peut-être finir par le fameux article de l'UNESCO qui dit que la guerre naît dans l'esprit des hommes et c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut la combattre. Merci. Merci. Merci Nada. Si je comprends bien, vous êtes beaucoup plus dans une posture d'interface que de producteur de banques de données, de choses comme ça. C'est ça le... Parce que nous ne pouvons pas nous substituer au travail colossal et aussi ce n'est pas notre mandat. Il y a des institutions scientifiques qui font très bien ça et c'est à eux qu'on se tourne bien sûr. D'accord. Donc, l'une de ces institutions, c'est justement l'ICOMOS. Alors peut-être, Samir Abdoulak, vous êtes secrétaire général de ICOMOS France. Avant de parler de votre action, dites-nous deux mots sur ce que fait ICOMOS en général. Juste un mot avant de nous dire ce que vous faites sur la Syrie. Oui, allez-y. Non, c'est lui qui vous donne le son. D'accord. Quand il veut. Alors, est-ce qu'il veut, là ? Est-ce qu'il veut donner le son à monsieur Abou ? Oui. Voilà. Oui, ça y est, très bien. Alors, ICOMOS, c'est quoi comme OVNI ? Le nom complet, c'est Conseil international des monuments et des sites. C'est une organisation internationale qui regroupe surtout des professionnels du patrimoine
qui existe dans une centaine de pays et qui regroupe au total quelque chose comme 10 000 membres qui sont des membres volontaires. Hein, c'est pas une structure administrative, hein, avec des salariés. Nos actions sont de divers ordres. Je vais simplifier. Il y a le travail sur la doctrine, les doctrines de restauration, les doctrines d'intervention dans toutes sortes de domaines. Il y a le développement des échanges professionnels et des bonnes pratiques entre les membres. Il y a la mise à disposition d'expertise, notamment à l'UNESCO, dans le cadre du patrimoine mondial, l'instruction des dossiers et le suivi des dossiers du patrimoine mondial. Nous avons donc ces nombreux membres, mais comment est-ce que nous sommes structurés? Nous disposons d'un secrétariat central à Paris. Nous avons une structure centrale élue. C'est juste. Alors, s'il vous plaît, le PowerPoint là correspond à l'intervention de M. Tabet, donc après celle de. Oui, alors en l'occurrence, il n'y aura pas de PowerPoint voilà, de mon côté. Donc, voilà. Donc là, nous n'avons pas de PowerPoint pour le moment. Je vous laisse donc en stand-by. Voilà. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de préparer. Donc, il y a une structure de secrétariat central de quelques personnes. Il y a une structure élue centrale aussi. Il y a dans de nombreux pays des comités nationaux. Malheureusement, un comité national syrien était en cours de constitution en 2011. Les choses se sont arrêtées, mais nous avons quand même des membres syriens à ICOMOS. Il y a ICOMOS France, qui est le comité le plus grand dans notre structure, avec plus d'1 millier de membres, et qui comprend certes des professionnels, mais aussi tous ceux qui sont intéressés par le patrimoine, même des collectivités locales, des associations, des structures professionnelles. Et donc, il y a ces comités nationaux, et il y a aussi ce qu'on appelle les comités scientifiques internationaux. C'est une autre manière de croiser l'interaction entre les membres. Il y a la manière par pays, ce qui est la manière normale, mais aussi, en fonction de thématiques données, ces comités scientifiques internationaux. Et si je me permets d'insister là-dessus, c'est que l'un d'entre eux est spécialisé dans la préparation aux risques de toutes sortes. Ça peut être naturel, mais aussi les risques dus à l'homme, donc ça peut être l'urbanisation, mais ça peut être aussi malheureusement des fois des conflits. Toujours est-il que l'actualité nous a amené à nous structurer pour la Syrie avec l'intervention de personnes du secrétariat, de personnes de l'ICORP, c'est le nom de ce comité scientifique international, de Syriens aussi. Ça n'est pas une grosse structure, mais ça a été une sorte de groupe de travail et de réaction, avec peu de moyens. Il faut dire que nous avons peut-être dépensé quelque chose comme 100 à 150 euros en 3 ans. Donc c'est dire que le volontariat joue beaucoup dans ce que nous faisons. Autrement, nous avons quand même des atouts. C'est la connaissance du terrain, une connaissance assez ancienne, une diversité de compétences professionnelles, une neutralité quand même qu'il faudrait souligner. Nous sommes certes absolument désolés de tout ce qui se passe, mais nous avons une attitude d'optimisme,
d'optimisme, à la fois à court terme et à long terme, en ce sens que nous pensons que quelle que soit une situation, même d'apparence désespérée, il y a toujours quelque chose à faire et quelque chose d'utile, en l'occurrence, en faveur du patrimoine. Alors peut-être voulez-vous que je vous parle un petit peu maintenant de ce que l'on a pu faire, qui justifie l'optimisme. Qui justifie l'optimisme. Je crois que c'est une attitude mentale, d'abord, l'optimisme. Et c'est l'attitude mentale qui permet de chercher des raisons autoréalisatrices. Alors, il y a des séries d'actions qui ont été menées. Elles sont complémentaires les unes des autres. Elles ne sont pas vraiment indépendantes les unes des autres. La première d'entre elles est le suivi de la situation. C'est absolument indispensable. C'est-à-dire que quand il y a une situation, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas intervenir si on ne suit pas ce qui se passe. Et nous sommes effectivement à l'affût de toutes les nouvelles et nous suivons avec la plus grande attention tout ce qui se fait sur les sites internet, celui de l'APSA, celui de l'Action générale des antiquités, celui maintenant de l'UNESCO, etc. Nous élaborons aussi une réflexion interne, une réflexion pour élaborer des diagnostics, des anticipations de situations à venir, qui sont transmis par des rapports, transmis entre autres à l'UNESCO et à nos partenaires. Au cours d'un récent séminaire à Pékin, nous avons aussi échangé entre nous sur le cas de la Syrie et nous avons élaboré entre nous certains éléments de ce plan d'action. Nous participons aux réflexions internationales. Nous avons été souvent appelés par Francesco Bantari de l'UNESCO à des réunions en petit comité avec d'autres organisations internationales pour s'échanger des informations, des idées et des principes d'action. Nous avons été appelés, comme l'a signalé Nada, à une rencontre avec Irina Bukova, la directrice générale, et Lardar Brahimi. Nous avons été invités à l'atelier de Amman. Nous avons aussi été invités à un colloque sur l'architecture de terre. Vous allez me dire, l'architecture de terre, quel rapport? Eh bien si, ça a été l'occasion de parler du cas de Damas et des enseignements d'un très vieux conflit, parce que Damas en a déjà connu au début du siècle, en 1925, très particulièrement, avec un palais qui a brûlé, avec un quartier qui a brûlé. Le palais, il a fallu 30 ans et d'énormes budgets pour le restaurer. Ça a été un modèle de restauration, mais il a fallu 30 ans. C'est dire le problème qui va se poser à l'échelle du pays. Le quartier brûlé, il n'a malheureusement pas été reconstruit à l'identique, et ça a été un quartier commercial à rue orthogonale, et c'est l'une de nos craintes. Bon, c'était une petite parenthèse, parce que je n'ai pas beaucoup développé les principes et les peurs que l'on peut avoir. La sensibilisation. Alors la sensibilisation, comme d'autres, nous communiquons des alertes, nos services font des communiqués. Nous avons des rapports avec la presse, assez fréquents. En France, on a été interviewé par des radios, le Figaro, même le New York Times nous a passé un article. Il faut dire que nous tenons beaucoup aussi à trouver une place de collaboration dans les réseaux. Nous savons que nos moyens sont limités et que pour être utile, il faut être complémentaire d'autres, apporter sa spécificité, sa pierre en quelque sorte à d'autres interventions. Donc nous suivons
très en détail ce que font d'autres. Des fois, ce sont eux qui nous sollicitent. En tout cas, nous avons une très forte collaboration avec l'UNESCO, l'ICROM, mais avec d'autres structures comme le Bouclier Bleu, l'ICOM, UN Habitat, la Fondation Rutelli en Italie, etc. Les rapports avec les organisations non gouvernementales, universités, la DG1M aussi, en Syrie, qui est un partenaire important, mais également l'Université de Damas, l'Union des ingénieurs et architectes, l'association Hadiyat et des experts individuels. Nous avons été sollicités pour des conseils, parfois, et notamment dans le cas de Damas, la municipalité de Damas s'inquiétait sur les mesures de prévention à prendre, étant donné que des obus commencent à tomber sur la vieille ville. Nous avons souligné que l'expérience passée montrait que la vieille ville de Damas était très fragile, encore plus fragile que celle d'Alep, qui subit tellement de destruction, du fait des matériaux de construction, où le bois, la terre abondent. Et même si ce sont des constructions modestes qui utilisent le bois, ces constructions modestes entourent tous les monuments et le feu peut se communiquer très facilement. Donc, prévention des incendies, relever à effectuer ou à compléter, en tout cas rassembler toutes les archives possibles, numériser celles qui ne le sont pas, et sécuriser ces archives numériques en les plaçant à différents endroits pour le jour où il y aurait une possibilité de reconstruire. En tout cas, il faut que les bases soient disponibles. Autrement, nous avons pensé aussi à la formation, parce que, alors là, les conseils, c'est des choses qui se passent actuellement. Tu me demandais là, mais pourquoi l'optimisme? Eh bien, l'optimisme, c'est se dire que dans toute situation, il y a quand même des possibilités d'intervention. Malgré tout, on touche rarement le fond. Donc, le conseil est une chose. La formation des personnes restées en Syrie est très importante. Notre premier projet était d'organiser un atelier en Syrie même. C'était un projet encore que nous avions en 2012. La situation a empiré plus que l'on pensait. On a cherché une alternative, on l'a trouvée grâce à Internet et un logiciel nouveau qui permet à la fois de parler et de présenter des PowerPoint. Et donc nous avons organisé les premières sessions de formation à la prévention des risques pour les intervenants sur le patrimoine, avec la Direction générale des antiquités, avec l'ICROM et en coordination avec l'UNESCO. La première session a eu lieu à Damas en janvier 2013. Il y avait 70 personnes. La seconde à Idlib au mois d'août. Il y a une centaine de personnes et j'ai été ravi de constater que dans la salle, il y avait des secouristes du Croissant-Rouge, parce que le rôle aussi est très important dans le cas d'un conflit armé. Ils sont les premiers à être présents et toutes les interventions doivent s'effectuer en coordination avec eux. Ces sujets portaient sur la réalisation d'inventaires rapides, sur le pactage d'antiquités, sur les premiers secours à apporter à des bâtiments atteints, l'évaluation des dommages, et c'était des séances internationales, à la fois par les participants, mais grâce à Internet, nous avions des personnes qui intervenaient à partir du Canada, à partir de l'Inde, à partir de l'Espagne, à partir de Paris, à partir
de l'Italie. Et je crois qu'au-delà de l'aspect technique, nous avons contribué à un soutien moral à des collègues intervenant sur le patrimoine qui se sentaient relativement isolés de leur côté. Ces cours font l'objet d'une publication Internet, et il y en a un qui a été en particulier poussé, c'est celui des débris. Les débris, c'est très important dans le cas d'un conflit, c'est-à-dire que quand un bâtiment s'écroule, une réaction normale est de dire bon bah on va évacuer, comme ça ce sera propre, on va pouvoir recommencer et ce sera propre. Et bien si on évacue les débris de bâtiments historiques, on ne peut plus les restaurer, on ne peut plus intervenir dessus. Ou alors c'est autre chose, mais c'est plus de la restauration. Autrement, notre expertise a été sollicitée par des organismes comme le World Monument Fund. Même l'armée américaine s'était inquiétée d'avoir des listes de non-strike, c'est-à-dire sur les sites à ne pas bombarder. Nous avons eu beaucoup d'hésitations et des problèmes moraux. C'est-à-dire que dans un pays qui comporte plus de 5000 sites historiques, archéologiques, etc., sélectionner ce qui nous était demandé 250 sites seulement, bon, c'est peut-être en sauver 250, mais c'est finalement faire une croix sur le reste. C'est un type de problème particulier. Bon, autrement, nous avons une sorte de veille sur les sources de financement aussi. Nous avions bien observé le financement de l'Union européenne, fait une proposition, mais finalement c'est l'UNESCO qui va la mener. Peut-être que c'est une question de voilure, il faut, pour un projet important, aussi des structures porteuses de grande ampleur. Même le département d'État américain, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, a lancé un appel d'offres dont la clôture était il y a quelques jours, le 15 avril, avec $600 000 à la clé, pour établir une politique de sauvegarde et de préservation du patrimoine pour le jour, pas pour tout de suite. Le patrimoine syrien, oui, tout à fait, le patrimoine syrien, pour se mettre en position d'intervenir plus tard, c'est-à-dire mais avoir déjà une base intellectuelle, philosophique, scientifique sur les manières de faire. Autrement, il y a des fondations moins importantes qui, elles aussi, s'intéressent au patrimoine syrien, et nous sommes en train de passer les étapes d'un appel de SciArc, qui est une fondation américaine spécialisée dans l'informatique, et l'objectif est d'informatiser en 3 dimensions des séries de monuments de Damas, pour le cas où, par malheur, des dommages irréparables les atteindraient. Voilà très sommairement ce qu'on essaye de faire. Je le répète, avec les moyens que nous avons, nous essayons de trouver notre place dans tout un ensemble. Et en tout cas, nous sommes guidés par une sorte d'optimisme. Merci beaucoup, Samir. Une petite précision. Tout cela signifie-t-il que les relations sont exclusivement établies avec les pouvoirs publics? Elles ne sont pas a priori exclusives, mais il se trouve que nous avons
des possibilités de partenariat intelligent avec ces pouvoirs. D'accord. Et ces pouvoirs publics, en l'occurrence, c'est plutôt plus des services techniques, c'est leur aspect technique et professionnel qui nous importe, et non pas le fait qu'ils appartiennent à une structure publique. Merci beaucoup. Alors, peut-être qu'avec Jad Tabet, on aura une autre facette du travail avec peut-être des particuliers, du privé en quelque sorte, puisqu'il faut aussi l'éduquer, ce privé. Je me souviens que Patrimoine sans frontières, par exemple, dont tu es le vice-président, était intervenu, ça m'avait beaucoup impressionné, à Beyrouth, en faisant une campagne en disant « Attention, on est en train de se focaliser sur le centre-ville qui est en train d'être détruit, mais à côté de ça, il y a tout un patrimoine bâti qui est en train d'être vendu par les particuliers, démoli, remplacé par des tours, etc. etc. » Donc il y a aussi les particuliers eux-mêmes qui sont des interlocuteurs incontournables, me semble-t-il. Alors Jad, je rappelle qu'il est architecte et vice-président du Patrimoine sans frontières. Il a enseigné à Beyrouth, à Paris, et il a participé à un programme de travail, il a dirigé un programme de travail de l'Union internationale des architectes sur la reconstruction des villes. À toi la parole. Alors c'est là que le PowerPoint vient, s'il vous plaît. Bien, on attend. Voilà, c'est bon. Voilà. Bien, je vais donc tout d'abord commencer par présenter un peu Patrimoine sans frontières, dont je suis le vice-président. Donc, non, ça ne marche pas du tout, ça. Voilà. Donc, Patrimoine sans frontières est une organisation de solidarité internationale, culturelle et humanitaire, qui a été fondée en 1992, à l'époque à l'initiative de Jack Lang, qui était ministre de la Culture, et de Christian Dupavillon. Elle a été présidée au départ par François Bloch-Lenné, puis par Frédéric Edelman, puis par Béatrice de Durfort. Actuellement, elle est présidée par Henri Simon. Alors, Patrimoine sans frontières s'intéresse au patrimoine, à la préservation et la défense du patrimoine, en particulier les patrimoines en déshérence, les patrimoines oubliés et les patrimoines victimes de conflits ou de catastrophes naturelles. Bien évidemment, nous ne sommes pas une organisation qu'on puisse comparer ni à l'UNESCO ni à l'ICOMOS. Nous sommes une petite ONG. Par contre, nous essayons de travailler dans un créneau bien particulier et notre action se focalise essentiellement sur 3 points principaux. Alors, tout d'abord, associer la sauvegarde du patrimoine et la recomposition du lien social. Pour nous, pour dire les choses simplement, on ne s'intéresse pas aux vieilles pierres en ce qu'elles sont vieilles pierres. Ce qui nous intéresse, c'est réellement la liaison du patrimoine à la société et ce que signifie ce patrimoine par rapport à la société. Le deuxième point sur lequel nous insistons beaucoup, c'est essentiellement intervenir à la demande et en liaison avec les populations locales. Nous n'avons pas du tout une attitude qui vient de l'extérieur donner des leçons. Nous n'intervenons jamais lorsqu'il n'y a pas dans un pays où on veut travailler ou dans une société où on veut travailler, où il n'y a pas d'interlocuteur local ou de répondant local qui soit là et qui soit lui-même l'élément dynamisant essentiel. Et le troisième point qui un peu caractérise notre action, c'est d'aller là où les autres ne vont pas. Ce n'est pas la peine d'aller se battre avec des organisations beaucoup plus importantes que nous, etc. Et ce n'est pas utile non plus. Nous pensons que notre rôle, c'est plutôt d'aller défricher des territoires où les autres organisations ne vont pas. Alors, la première action
que Patrimoine a démarré dès sa constitution, c'était la question de la reconstruction du centre-ville de Beyrouth. À l'époque, la société libanaise se réveillait d'une longue guerre et en gros, au niveau libanais, là, il y avait une sorte d'amnésie collective. Les gens ne voulaient plus entendre parler de rien. C'était la reconstruction, occupons-nous de l'avenir, occupons-nous de reconstruire. Même chose au niveau international. Je veux dire, tout le monde disait, voilà, c'est fini, la guerre est finie, maintenant il faut reconstruire, c'est très bien. Bon. Il y a eu un projet qui a été lancé à l'époque pour la reconstruction du centre-ville de Beyrouth qui était basé sur une véritable table rase urbaine qui démolissait le centre, etc. Et c'était lié d'ailleurs à l'amnésie collective. Il y a eu un groupe d'intellectuels libanais qui s'est inquiété justement des conséquences de ce projet sur la mémoire de la ville, sur le patrimoine urbain, etc. Ils ont donc sollicité Patrimoine sans frontières et Patrimoine sans frontières a lancé une activité, une sorte de campagne internationale pour alerter sur les conséquences de ce projet et sur les dangers et les menaces que ce projet faisait peser non seulement sur le patrimoine bâti, mais sur l'âme même de la ville, puisque le centre-ville de Beyrouth était avant-guerre le lieu de rencontre, un lieu où se rencontraient les différentes classes sociales, etc. etc. Bon. Nous ne prétendons pas que cette campagne internationale a réussi à transformer ce projet. Simplement, ce qui est important, c'est que nous avons simplement, par notre action, donné à ces inquiétudes locales, à ces voix locales qui s'inquiétaient des conséquences de ce projet, nous leur avons donné une sorte de plateforme internationale, une sorte d'écho international qui a permis, en gros, de remettre la question du patrimoine au cœur même du débat sur la reconstruction. Et comme le disait François tout à l'heure, ça a permis de poser la question de la destruction du patrimoine en dehors du centre-ville, dans les autres quartiers de la ville. Et ça a fait qu'aujourd'hui, effectivement, la question du patrimoine est devenue une des questions principales qui anime la société civile au Liban. Il y a tout le temps des manifestations, des débats, des discussions sur la préservation du patrimoine au Liban. Bon, cette fonction d'alerte que nous avons eue sur Beyrouth était un peu particulière. Je pense qu'elle n'est pas loin de ce qui risque d'arriver en Syrie après la guerre. Je veux dire, la reconstruction de Homs et la reconstruction d'Alep risquent d'aboutir exactement à ce type de questionnement et à ce type de problème. Bon, cette fonction d'alerte, nous l'avons continuée, bien évidemment, dans d'autres cas. Essentiellement, bon, vous voyez ici plusieurs alertes. Nous avons constitué une cellule veille qui continue à travailler et qui alerte sur les situations de patrimoine en péril, que ce soit en Irak, en Syrie, en Libye, à bâtir en Palestine, et puis dans d'autres cas, ça ce sont des cas de patrimoine en danger dû à des conflits. Bien évidemment, ce n'est pas le seul type d'action que nous menons. Les fonctions d'alerte, il y en a beaucoup, il y a d'autres associations beaucoup plus importantes et beaucoup plus prestigieuses qui mènent ce type d'action. Nous avons également des actions d'intervention sur le terrain. Je vais donner quelques exemples qui peuvent être intéressants. Bon, j'ai sélectionné un certain nombre d'exemples. Le premier exemple, c'est encore au Liban. C'est dans un petit village de la montagne libanaise qui s'appelle Salima. Salima est un village mixte, chrétien et druze, qui a connu pendant la guerre des massacres effroyables, des deux côtés d'ailleurs, et des déplacements de population. Et en même temps, c'est un village qui a un patrimoine bâti et paysager remarquable, avec des pinèdes extraordinaires et un patrimoine vernaculaire extrêmement intéressant. 10 ans après la guerre du Liban, ce village n'avait pas encore été reconstruit,
parce qu'il y avait des problèmes de réconciliation et que la reconstruction était liée à la réconciliation des populations qui avaient vécu le traumatisme de ces massacres successifs et de ces déplacements de population. Nous avons été sollicités par un groupe de Libanais comportant des architectes, des sociologues, des ONG, qui avaient commencé à travailler avec les habitants de Salima pour aider à reconstruire le village tout en préservant les qualités patrimoniales du lieu. Et ils se sont très vite rendus compte que travailler pour la reconstruction du patrimoine tout seul ne suffisait pas et qu'il fallait allier à ça, quelque part, un travail sur la réconciliation des populations. Alors, nous avons intervenu de différentes manières. Nous avons d'abord organisé des ateliers en été, des ateliers internationaux avec des jeunes libanais et arabes et européens qui sont venus passer 3 semaines à Salima. Alors la première fois, on a travaillé sur une sorte d'état des lieux du patrimoine. On s'est très vite rendu compte d'une chose importante, c'est que le patrimoine historique à Salima, ce qu'on peut appeler le patrimoine monumental, était un terrain de conflit. L'histoire était terrain de conflit, parce que c'est dans l'histoire c'est dans la mémoire de cette histoire que les antagonismes communautaires allaient essayer de retrouver une sorte de racine. Et donc, on s'est très vite orienté vers essayer de travailler sur comment retrouver une mémoire partagée. Et pour retrouver une mémoire partagée, il fallait essentiellement se concentrer sur la dimension symbolique du quotidien. Parce que le quotidien rassemble. L'histoire est sujet à division, le quotidien rassemble. Et c'est là qu'on a retrouvé, par exemple, qu'à Salima, il y avait plus d'une dizaine de magnaneries qui avaient été construites au XIXe siècle, au début du XXe, qui étaient abandonnées et qui avaient un travail possible sur ces magnaneries. Nous avons retrouvé également que dans ce village, il y avait 14 fontaines, dont la majorité avait été soit oubliée, soit abandonnée, soit tarie. Et donc, la deuxième année, nous avons lancé un projet sur les fontaines, avec la participation d'artistes libanais essentiellement et un chantier de travail international de jeunes, avec une intervention artistique où nous avons réhabilité certaines fontaines, retrouver et remettre en marche d'autres fontaines. Vous avez là, par exemple, cette fontaine que vous voyez là à gauche, qui était totalement tarie, et on a réussi à la retrouver. Donc ça a été important, parce que vous savez quelle est l'importance de l'eau dans nos sociétés, et ça a été l'occasion de rassembler le village autour des fontaines. Bon, évidemment, il y a eu toute une sorte aussi de réconciliation festive, etc. Et le fait qu'on avait justement des étudiants étrangers, des intervenants étrangers, il y avait une sorte de neutralité par rapport aux divisions du village qui permettait de pouvoir agir. Je ne prétends pas non plus que nous avons réussi à complètement résorber et créer une réconciliation dans le village, mais quelque part aujourd'hui, peut-être grâce à ces différentes actions en partie, on a participé à en faire un village comme les autres. La deuxième intervention dont je voudrais parler rapidement, c'est une intervention qu'on a faite dans Biélorussie, dans les territoires contaminés par Tchernobyl. Là aussi, ça a été une intervention qui a été à la demande d'un groupe qui s'appelait CORE, qui était un groupe de médecins et d'agronomes qui travaillaient avec la population locale pour essayer d'inciter aux bonnes pratiques, c'est-à-dire comment se nourrir, comment boire, quoi manger. Et très vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait un gros problème qui se posait, c'était l'oubli. Les gens voulaient oublier la mémoire de la catastrophe. Et surtout au niveau des jeunes générations, les jeunes générations ne voulaient plus du tout entendre parler ni de la catastrophe, ni des territoires contaminés.
Et c'est vrai, quand on est parti là-bas, qu'on s'est rendu compte, vous regardez ces superbes forêts, par exemple, qui sont là. Comment imaginer que la menace est tapie dans la forêt? Bon, dire aux gens, il ne faut pas aller cueillir des champignons, il ne faut pas manger les champignons, il ne faut pas manger des baies qui viennent de la forêt. Quand on voit cette nature si belle et si créative et cette production, et expliquer aux gens qu'il ne faut pas toucher, non, attention, c'est très dangereux, il ne faut pas le faire. C'est très difficile à partir du moment où la mémoire est partie. Alors, notre travail a été un peu difficile. Ça a été un travail d'essayer de reconstituer la mémoire de la catastrophe. Sauvegarder le patrimoine et la mémoire collective des villages disparus. Essayer de rassembler des témoignages, une exposition qui a été présentée à l'occasion des 20 ans de la catastrophe à Braguine. En même temps, on a publié un ouvrage, on a travaillé avec la population, non pas pour leur dire « attention, c'est horrible cette mémoire », mais simplement leur dire « attention, ça existe, et si vous voulez survivre, il ne faut pas oublier ». Le deuxième point qu'on a fait, on a travaillé avec les enfants, parce que évidemment chez les enfants c'était un gros problème. On a essayé on a travaillé sur la création de contes sur le nuage de Tchernobyl. On a travaillé dans plusieurs pays et ça a été un travail avec les enfants de Biélorussie, mais d'enfants d'autres pays qui ont tous travaillé sur l'idée du nuage et du monstre, etc., et comment se protéger et tout. Et ça a été présenté à des festivals de contes et on a publié un ouvrage et un DVD. La troisième expérience dont je voudrais parler, c'est la restauration de l'église du Saint-Sauveur à Prizren, au Kosovo. L'église du Saint-Sauveur est une superbe, vraiment un bijou qui date du XIVe siècle, une petite église serbe, avec toute la tradition byzantine et serbe. Elle était située à Prizren. Alors Prizren est une ville aussi qui était mixte, une petite ville mixte kosovare et serbe. Et avec les affrontements communautaires, la communauté serbe a été chassée de Prizren et l'église a été brûlée. Bon, nous avons intervenu là à la demande de l'UNESCO. C'était un projet qui était financé par l'UNESCO. Et donc, notre travail a consisté essentiellement... notre travail a consisté essentiellement, tout d'abord, à revaloriser les matériaux et les techniques traditionnelles. On a travaillé avec des artisans locaux du village et de la région, en essayant de retrouver et les matériaux traditionnels et les techniques traditionnelles. Alors, l'église avait de superbes fresques qui avaient été brûlées. Donc, on a amené des experts français qui sont venus passer un mois à Prizren pour réhabiliter les fresques et initier les experts locaux aux techniques de réhabilitation durable des fresques, parce que vous savez que maintenant la réhabilitation des fresques, ce n'est plus... il y a des techniques durables et des techniques non durables. Et ensuite, surtout, le point le plus important, c'est que en faisant travailler les acteurs locaux, donc les habitants, les artisans, etc., on a fait prendre conscience que ce patrimoine qui est serbe est en fait un patrimoine partagé. Et c'est aussi un patrimoine kosovar. Et c'est vrai que l'église est devenue un lieu que tout le monde visite, que tout le monde voit, etc. Et c'est devenu un peu une sorte de fierté pour les gens de Prizren. Alors qu'au départ, c'était le patrimoine des Serbes, ça ne nous regarde pas. Le dernier projet dont je veux parler, c'est un projet que nous avons démarré en 2012, qu'on appelle Patrimoine en partage. C'est une sorte de pédagogie du patrimoine culturel destiné aux jeunes enfants et aux jeunes adolescents et aux jeunes lycéens. Nous avons commencé, alors c'est en fait une sorte d'apprentissage de la citoyenneté. Nous avons
nous avons commencé ce projet donc en 2012. On a travaillé essentiellement au début, la première expérience qu'on a menée, c'est avec des classes d'accueil. Vous savez ce que c'est les classes d'accueil? C'est les classes qui accueillent les primo-arrivants, c'est-à-dire des enfants, des jeunes et des adolescents qui viennent en France, qui souvent ne parlent pas français, qui sont, etc. Donc il y a des classes d'accueil de l'éducation nationale qui accueillent ces enfants, ces adolescents, ces jeunes, et qui leur, bon, avec un apprentissage de la langue française, etc., avant de les transporter, avant de leur permettre de passer dans le cycle normal d'éducation. Là aussi, ce sont des professeurs, des enseignants qui se sont rendus compte de l'importance dans ces classes-là, que les enfants arrivent à s'exprimer et à exprimer un peu ce qu'ils portent avec eux, ce qu'ils amènent avec eux. Et donc on a élaboré tout un système, toute une méthodologie basée au départ sur l'idée que chaque enfant vient avec un élément qu'il peut amener avec lui, qui fait partie de son patrimoine familial, de son patrimoine culturel, etc., qui le présente, qui travaille à la classe, qui travaille avec... Toute la classe travaille sur ce patrimoine. Et avec ça, on a des enfants de différents horizons. Chacun vient avec son élément patrimonial. Puis la classe travaille tout ensemble là-dessus. C'est important parce que ça leur permet de comprendre que ce patrimoine est un patrimoine partagé. Alors ça a été une expérience extrêmement intéressante que nous avons mené ça dans une dizaine de classes en Seine-Saint-Denis et l'année prochaine on va monter à une vingtaine de classes comme ça. Alors bon, on essaye de transporter cette expérience ailleurs. On a des contacts en Afrique, on a des contacts en Amérique latine, on a des contacts à Tripoli et au Liban, et on a essayé de penser à travailler avec les enfants syriens réfugiés au Liban. Nous pensons que c'est important, c'est un point qui pourrait avoir une importance pour les enfants syriens réfugiés au Liban. Le problème, c'est qu'on a des problèmes d'argent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent qui va aux réfugiés syriens, mais cet argent est essentiellement orienté vers ce qu'on appelle les choses d'urgence, les besoins de premier ordre, c'est-à-dire la nourriture, les habits, l'habitat, etc. Et quand on parle de patrimoine, on nous rigole un peu au nez en nous disant « ouais, mais ça c'est secondaire, ça viendra après ». Nous ne pensons pas que le patrimoine soit secondaire et vienne après. Nous pensons que c'est un élément essentiel et sans cet élément-là, tout le reste, à notre avis, n'a pas tellement de sens. Merci. Merci beaucoup. Merci Jade. Alors, c'est d'autant plus intéressant ce que tu dis apporte un plus notamment philosophique par rapport à l'approche du patrimoine. Moi, j'en retiens quelques idées forces qu'on pourra peut-être prendre au moment de l'échange tout à l'heure. L'idée que de travailler avec les gens, ça c'est quelque chose de très très fort, très important. Je n'osais pas le dire tout à l'heure lors de ma présentation, mais il y a un contre-modèle. Le patrimoine peut être mortifère, peut être érigé en icône et être au contraire l'opposé de la vie sociale, du tissu social, etc. Ce qui, donc, dans cette approche avec les gens, avec une deuxième idée importante, intéressante, c'est que le patrimoine peut être conflictuel. Hein, et on a trop tendance à faire semblant que, ah oui, tout le monde est d'accord. Non, on n'est même pas d'accord sur l'interprétation donnée aux ruines romaines, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai que c'est considéré de la même manière. Donc, réconciliation. Là, l'histoire de Salima est très belle. Hein. Il y a un travail de réconciliation qui se fait et qui est décisif par rapport à la préservation du patrimoine. Bon, il y a d'autres idées, je ne veux pas accaparer la parole, et je passe tout de suite la parole à Riyad Mohamedi, qui est doctorant en archéologie, qui nous vient de Strasbourg. Il est d'origine macédonienne, je crois, et il va nous parler des actions des associations pour la sauvegarde du patrimoine syrien. Donc,
des associations de la société civile, finalement. À vous la parole. Oui, non, c'est bon. Oui, bonjour. Je me permets de préciser que cette présentation est préparée en collaboration au nom de 3 associations. Et c'est l'association... Il y a un PowerPoint là? Oui. Ah, voilà, merci. C'est l'Association pour la protection de l'archéologie syrienne, l'Association syrienne pour protéger l'archéologie et le patrimoine à Alep, et le département d'archéologie d'Alep Libre. Pour commencer, nous allons d'abord parler de quelques-unes des actions menées par la DGAM. En 2012, la Direction générale des antiquités et des musées a bien sécurisé certains musées. Dans les salles, comme au musée de Damas et celui d'Alep, ont été vidés et les objets déposés dans des caves, protégés par des portes blindées et des gardiens. Il a également mis à l'abri des objets de valeur de certains musées, tandis que pour d'autres, les mesures de protection font défaut. Comme pour le musée d'Apamé et celui de Homs, qui reste jusqu'à présent sans protection. La DGAM a aussi créé une base de données pour documenter les destructions que le patrimoine subit. 420 sites et musées figurent sur cette liste, mais une grande partie des bâtiments et sites actuellement occupés ou endommagés par les attaques de l'armée officielle ne figurent pas dans cette base de données. Citons à titre d'exemple que dans la région d'Assaké, seulement 4 sites archéologiques endommagés figurent sur cette liste, alors qu'on compte 11 sites menacés ou endommagés dans cette région. À Deir ez-Zor, il y a 28 sites et monuments qui figurent sur cette liste. Or, selon nos informations, leur nombre s'élève à 35. Bien évidemment, notre liste n'est pas complète non plus. En ce temps difficile, la société civile ainsi que des associations syriennes interviennent dans plusieurs zones pour protéger divers types de biens culturels, notamment l'Association syrienne pour protéger l'archéologie et le patrimoine à Alep et le département d'archéologie d'Alep Libre. L'une et l'autre ont réalisé plusieurs actions de sauvetage au cœur de la vieille ville d'Alep. Premièrement, ils ont fait une documentation des dégâts subis par la grande mosquée omeyyade, démontage et mise à l'abri du minbar, qui est resté plus de 2 ans sur place sans protection de la part des autorités archéologiques, alors même que le bâtiment a été à plusieurs reprises sous le contrôle de l'armée officielle. La seconde action réalisée dans cette mosquée est la protection du cadran solaire. La porte de la pièce de l'imam a également été mise à l'abri. Le mausolée du prophète Zacharie a aussi été protégé par un mur dans le but de le mettre à l'abri des balles. Deuxièmement, ils ont protégé le mihrab de la madrasa al-Halawiyeh. Troisièmement, ils ont mis à l'abri la documentation des plans dossiers se trouvant dans l'église al-Shaybani. Quatrièmement, ils ont mis à l'abri des objets antiques se trouvant dans plusieurs maisons anciennes situées au cœur de la vieille ville d'Alep, comme les objets de la maison du consul Adolphe Boucha, qui est né à Alep en 1897. Reste à noter que ces objets et bien d'autres, comme les manuscrits du Maktab al-Waqfiyya, n'ont pas été évacués des zones de conflit et ne sont donc toujours pas en totale sécurité. À cela s'ajoute, comme je l'ai souligné plus haut, l'intervention de la société civile dans plusieurs villes pour essayer de protéger leurs biens culturels malgré les conditions de vie difficiles pendant la guerre. Concernant l'action de l'APSA, autrement dit l'Association pour la protection de l'archéologie syrienne, son activité est de documenter les dommages que le patrimoine syrien subit au sein d'une base de données dont la plus grande partie est disponible sur le site web d'APSA, c'est apsa2011.com. L'équipe localisée en Syrie est en train de documenter les pillages et les destructions dont les rapports seront disponibles en ligne prochainement. Par ailleurs, l'Association pour la protection de l'archéologie syrienne
En collaboration avec les représentants de l'Association pour la protection de l'archéologie et du patrimoine à Alep et ceux de l'association Subartu, basée à Kamışlı, a organisé à Gaziantep, en Turquie, du 25 au 27 février 2014, un stage de formation destiné aux membres de l'équipe APSA résidant dans différentes régions de la Syrie. Les participants ont également reçu du matériel correspondant à leurs besoins, appareils photo numériques, ordinateurs portables et moyens de communication par satellite. Ce stage a été d'une grande importance car c'est la première fois que des membres de la société civile résidant sur place et au plus proche des sites, monuments, musées archéologiques endommagés ou menacés reçoivent une formation concrète et des moyens logistiques pour pouvoir en documenter l'état. Par ailleurs, des accords ont été passés entre les trois associations pour mener des actions conjointes. Pour que les travaux et actions soient plus efficaces et mieux organisés, le ministère de la Culture du gouvernement provisoire a décidé de créer une institution d'archéologie dont la structure sera établie très prochainement. Lors d'un précédent exposé, nous avons détaillé le cas de 7 catégories de menaces actuelles qui mettent certains musées, sites archéologiques et monuments historiques en danger. À l'heure actuelle, aucune solution politique pour le cas syrien n'est envisageable. Le régime syrien a décidé de combattre les rebelles jusqu'au dernier. Les bombardements par les deux forces continuent sans aucun respect pour les conventions internationales sur la protection du patrimoine naturel et culturel. Depuis le début des combats, l'UNESCO a plusieurs fois appelé les belligérants à épargner le patrimoine culturel du pays. L'organisation a alerté la communauté internationale sur les risques du trafic d'objets culturels. Mais la destruction massive par des bombardements aériens ou terrestres continue à Homs, Alep et dans d'autres villes. De plus, des sites comme Palmyre, Bosra, Apamé sont pris en otage par l'armée syrienne qui ne prend aucune mesure de protection et n'éloigne même pas les armes lourdes des zones archéologiques. Elle ne renforce aucunement la protection de ces sites contre les pillages. D'autres sites comme Doura Repos, Ebla, Télécine, situés dans les zones sous le contrôle de l'opposition, sont victimes de fouilles clandestines de grande envergure et sans aucune surveillance ou protection. À l'évidence, l'occupation des sites archéologiques et des monuments historiques par des militaires va se poursuivre, ainsi que les bombardements aériens et terrestres et les combats au sol, comme c'est le cas à Alep, à Bosra et à Homs, si les institutions comme l'ONU n'agissent pas. Cette organisation pourrait intervenir pour que les deux parties en conflit prennent leurs responsabilités en éloignant les armements lourds et les soldats des sites archéologiques et en renforçant la protection des musées et la surveillance des sites archéologiques. Pour trouver une solution, notre association a formulé 4 propositions adressées aux institutions internationales. Certaines institutions neutres, comme l'UNESCO, ne peuvent collaborer qu'avec le gouvernement syrien, représenté par la Direction générale des antiquités et des musées. En effet, son statut ne lui permet pas de traiter avec l'opposition alors qu'une grande partie des sites menacés est sous son contrôle, comme le massif calcaire, la vallée de l'Euphrate, la région nord d'Alep et d'Idlib. Les organisations internationales pourraient trouver une sorte de convention avec l'opposition syrienne pour renforcer la protection des musées et sites archéologiques situés dans la zone libérée en collaboration avec des comités locaux qui représentent la société civile. La société internationale et les organisations concernées pourraient créer un fonds spécial utilisable dans les meilleurs délais pour aider à la surveillance des sites, la conservation des objets antiques et la protection des musées dans les zones concernées. Troisièmement, elle pourrait aussi organiser un ou plusieurs colloques internationaux en collaboration avec des gouvernements, des universités, des centres de recherche et toutes les institutions intéressées afin de favoriser la création d'un fonds pour la restauration des monuments archéologiques. Pour cela, il faut dès maintenant former des équipes et élaborer des programmes pour anticiper
la reconstruction et la sauvegarde des vieux monuments, souks et quartiers des centres urbains, car une fois que la machine de guerre s'arrêtera, les bulldozers vont commencer par déblayer les décombres des monuments endommagés pour construire des tours et des centres commerciaux, comme dans le cas de Beyrouth après 1991. Pour finir, nous évoquerons les actions que nous pourrions effectuer en tant qu'association ayant des équipes sur place dans plusieurs gouvernements syriens. Notre association peut réaliser les actions suivantes si des fonds lui sont alloués. Sensibiliser la société civile ainsi que les rebelles dans la région d'Idlib en distribuant des tracts pour empêcher le vandalisme des monuments et le remploi des pierres anciennes, mais aussi pour protéger le patrimoine et les monuments situés dans des lieux où des habitants se sont réfugiés, comme à Chinchara, El Bara, Kalbloz, etc. Mettre en place des portes pour le musée de Marat al-Nouman afin de le protéger des vols. Renforcer la protection du musée d'Apamé, notamment pour ce qui est de la fermeture des portes, à condition que les snipers positionnés dans la citadelle d'Al-Moudik ne tirent pas sur les personnes qui y interviendront. L'UNESCO a créé une page spéciale sur son site web consacrée au patrimoine syrien. Nous nous demandons si Interpol pourrait mettre en place une procédure permettant aux personnes et associations de signaler des vols et d'envoyer des documents visuels d'objets pillés sur les sites et dans les musées et circulant sur le marché local en Syrie ou dans les pays limitrophes. Un tel dispositif est en train d'être mis en place sur le site de l'APSA qui sera mis en ligne au courant du mois de mai. Réaliser des travaux de sauvetage pour certains monuments, comme dans le cas de Kalat al-Rabat sur l'Euphrate. En effet, suite aux fouilles clandestines, plusieurs fosses ont été creusées à proximité des fondations de certains murs de cette citadelle qui risquent de s'affaisser ou de s'effondrer. Dans de tels cas, des opérations de sauvetage sont très urgentes. Plusieurs sites dans la région de Deir ez-Zor, Raqqa et Alep sont victimes de pillages, et notamment Mari, Télessine et Ebla, qui risquent d'avoir le même destin que Doura, Europos et Apamé, si aucune protection ni surveillance n'est mise en œuvre rapidement. Si des financements nous le permettent, il serait possible de mettre en place cette surveillance en collaboration avec des membres de la société civile sur place. Le dernier message que nous souhaitons faire entendre s'adresse à tous les intervenants internationaux auxquels nous demandons que des mesures concrètes soient prises dans le nord de la Syrie et dans les régions qui subissent des dommages. Il est maintenant temps d'agir sur le terrain pour protéger ce patrimoine avant qu'il ne soit détruit à jamais. Au nom des 3 associations pour lesquelles j'ai présenté cette intervention, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Ça a le mérite d'être clair. C'est un programme très pragmatique, très... Et puis, il met les organismes internationaux au pied du mur. C'est-à-dire, vous nous aidez, vous faites... Bon, et je crois que c'est... on attend de vous de répondre tout à l'heure à ce programme et de nous dire ce que vous en pensez. Alors, Pascal Butterlin, qui est professeur d'archéologie à Paris 1 et directeur de la mission archéologique française de Mari, va nous parler d'un cas concret, les mesures de sauvegarde prises à Mari depuis 3 ans. À vous la parole. Merci bien. Si vous voulez bien lancer la présentation. Voilà, donc j'ai le plaisir effectivement, et plaisir un peu triste également, de vous présenter un tout petit peu comment la mission archéologique française de Mari a réagi et s'est développée au cours de la crise syrienne. Je voudrais d'abord évidemment saluer tous les archéologues syriens, aussi bien sur le terrain que dans les différents pays, dans lesquels ils font des actions qui, il faut bien le dire, sont souvent désespérées, parfois au prix de leur vie elle-même, hein, il faut bien le souligner. Et c'est important, je crois, de noter à quel point leur apport est inestimable, effectivement, et c'est d'abord et avant tout sur le terrain
que les choses vont se jouer. Pour notre part, évidemment, dans la mesure où nous ne pouvions pas nous rendre sur le terrain, j'aimerais insister ici surtout sur certains aspects, et en particulier sur ce que représente pour nous effectivement ce patrimoine syrien, parce qu'on a beaucoup parlé de patrimoine, mais il ne faut pas oublier aussi l'importance de la recherche, et de la recherche archéologique qui ne se développe pas sur le terrain, mais qui est le complément indispensable de l'ensemble de ces opérations. Travailler sur un site comme Mari, c'est d'abord travailler sur 80 ans d'une archéologie franco-syrienne, qui est une très longue histoire d'amitié, bien entendu, qui est aussi une longue histoire et de recherche et de gestion du patrimoine. Je voudrais surtout insister ici sur un fait qu'on ne mesure peut-être pas suffisamment, c'est que cette crise est aussi d'abord et avant tout une crise de l'archéologie elle-même, et en particulier de l'archéologie orientale. Je voudrais simplement rappeler en préliminaire, effectivement, que cet univers est en crise structurellement depuis maintenant plusieurs siècles, si j'ose dire, et l'histoire même de l'archéologie orientale est liée profondément justement au développement de cette société, Proche-Orient, Moyen-Orient. Ce sont tous des concepts qui sont colonialistes et impérialistes. Il est important de rappeler que l'archéologie a connu depuis 30 ans des mutations fondamentales. La vieille archéologie coloniale orientaliste a totalement disparu. Et elle doit s'inscrire d'abord et avant tout dans la longue durée, si j'ose dire, d'abord et avant tout, de convulsions à répétition. Et il est très important de noter, je crois, que la crise syrienne vient dans un contexte qui est celui d'abord et avant tout d'une archéologie qui a des problèmes méthodologiques extrêmement particuliers, ancrés dans une historiographie qui reste marquée par l'orientalisme, le néo-orientalisme. C'est une archéologie qui est fondamentalement nomade, qui s'est déplacée de crise en crise, il ne faut pas l'oublier non plus. La Syrie a été une sorte d'Eldorado pour les archéologues occidentaux et syriens eux-mêmes. Michel Makdissi l'a largement souligné et a largement contribué précisément, et je tiens à le saluer, à ce que les recherches archéologiques puissent se dérouler dans le contexte dans lequel elles ont pu se dérouler. Il faut souligner aussi qu'on arrive à la fin d'une génération et à un inventaire critique. Et il faut insister sur cet aspect-là, un inventaire critique qui est lié à des décennies d'acquisition massive de données qui ont été interrompues par les crises à répétition, qui ont joué un rôle essentiel dans la formulation même des protocoles de recherche. Et on l'oublie trop souvent. Ce redéploiement au printemps arabe se fait dans un contexte qui est celui de l'évolution d'une archéologie qui s'est développée dès le XIXe siècle. Quand on regarde simplement la cartographie de ce phénomène, je vais essayer d'avancer un peu, hop. Voilà. Quand on regarde la cartographie de ce déploiement archéologique et la richesse effectivement des données qui ont été acquises, les différents cycles de développement de la recherche archéologique sont maintenant clairement identifiés et ils ont joué un rôle clé dans le développement de notre recherche. Après la grande période coloniale ou impérialiste, on a eu un développement d'abord et avant tout d'une archéologie qui s'est développée prioritairement en Irak, puis s'est concentrée massivement en Syrie, à partir en particulier des convulsions des années 80. Et ce redéploiement en Syrie a eu un impact considérable sur le développement de l'archéologie syrienne, mais aussi sur le développement de la recherche elle-même et de ses questionnements. Et c'est quelque chose qui a joué un rôle clé pour le développement de la recherche sur un site comme Mari notamment. Rappelons brièvement que cette recherche-là s'inscrivait dans un paysage et un contexte qui était celui du redéploiement complet, effectivement, de l'archéologie orientale, dans le cadre de fouilles programmées, de chantiers écoles, d'inventaires régionaux de sites, mais aussi de cartographie et de fouilles de sauvetage. Un protocole nouveau était en train de se mettre en place progressivement. Les grands sites patrimoniaux, comme celui de Mari, étaient, disons, les porte-avions d'un système de formation, d'abord et avant tout, qui était destiné prioritairement aux archéologues syriens eux-mêmes, mais aussi c'était un centre international puisque des archéologues libanais, irakiens et jordaniens venaient se former aux techniques de la brique crue. Tout ça pour mesurer l'ampleur du désastre, si vous voulez. Ce n'est pas un désastre qui concerne la Syrie uniquement, c'est toute l'archéologie orientale qui est en cause. Ici, cette carte rappelle simplement ce qu'était le dispositif des fouilles françaises et franco-syriennes en Syrie en 2011. Il y avait plus de 17 missions archéologiques en activité qui combinaient des grandes missions patrimoniales, comme celle de Mari ou d'Ougarit, avec des missions d'études régionales, de la landscape archéologie, ou surtout des thématiques chronoculturelles particulières, qu'il s'agisse de néolithisation ou d'urbanisation, comme c'est le cas de Mari. Avec Mari, on était en effet dans la thématique de l'urbanisation du monde mésopotamien au 3e millénaire avant notre ère. 80 ans de recherche, c'était de la recherche archéologique d'une part, c'était aussi et surtout de la sauvegarde, de la mise en valeur et de la promotion d'un patrimoine qui est
un gigantesque patrimoine de l'archéologie orientale, de l'histoire même de l'archéologie orientale. La fouille a débuté en 1933. Elle a donné d'emblée des découvertes extraordinaires qui sont exposées actuellement même donc, dans les locaux de l'Institut du monde arabe, avec ici les inventaires du temple d'Ishtar, par exemple. Ce patrimoine, c'est aussi un patrimoine documentaire qui reste pour une large part inédit. Hein. Regardons ces documents. Voilà les éléments de la chronologie de ce développement. Paro, Margueron. Ce patrimoine, c'est un patrimoine photographique, d'abord et avant tout, avec plus de 200 000 documents conservés dans les archives de la mission, et ces documents prennent un tour aujourd'hui patrimonial essentiel dans le contexte en particulier de la crise présente, puisqu'ils documentent souvent des objets qui restent ou qui risquent de devenir inaccessibles pour des décennies. Bon, l'exposition actuellement donc, sur le temple d'Ishtar à Lima montre la qualité de ces documents. Voici les documents photographiques effectivement conservés dans les archives de la mission, sur la fouille notamment du Grand Palais Royal, ici dans les années 30, documents qui sont pour une part encore largement inédits, puisque la moitié de la documentation reste non publiée. C'est la documentation surtout unique effectivement d'une fouille qui a duré pendant 80 ans, livrer une documentation exceptionnelle qui est disposée ou déposée en partie en France, mais aussi et surtout dans les musées syriens, à Deir ez-Zor, Alep et Damas. Et je dirais que la crise pour la mission de Marie, c'est le site, mais ce sont aussi tous les musées syriens impliqués directement dans le conflit, à commencer par le musée de Deir ez-Zor qui accueillait l'inestimable collection des tablettes de la mission archéologique de Marie, 15 000 documents, je le rappelle, sur les bords de l'Euphrate. C'est surtout un inestimable patrimoine archéologique et mobilier dont, évidemment, le sort nous préoccupe au plus haut point, puisque l'essentiel se trouve évidemment en Syrie. Telle était l'ampleur des activités de la mission, effectivement, au moment du début du conflit. Cette mission combinait la recherche archéologique, la recherche sur les monuments eux-mêmes et la documentation, mais surtout la mise en valeur patrimoniale. Et toutes les communications ce matin ont insisté sur le fait que même si les sites n'étaient pas directement touchés par le conflit, les restaurations pratiquées sur les sites archéologiques eux-mêmes exigeaient surtout pour la brique crue un entretien constant. Et il est évident que là, les dégradations sont inestimables, surtout quand on attaque un patrimoine d'une richesse comme ce que l'on découvrait encore. Ça, ce sont les dernières photos des fouilles de Marie en 2010-2009. C'est les statuettes qu'on trouvait encore sur le site au moment du début du conflit. Donc il faut imaginer là le risque et l'ampleur des problèmes qui se posent sur un site de ce type et qui, évidemment, devrait éveiller beaucoup plus l'attention de la communauté internationale qu'elle ne le fait jusque-là, parce qu'il y a un danger d'un véritable désastre, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc la très forte demande patrimoniale d'une part, hein, le contexte du classement de la plupart de ces sites rendait urgent, c'était déjà extrêmement urgent en 2010, des opérations de protection et de sauvegarde pour ce site. Voici quelques images des sauvegardes qui étaient en cours au moment de la destruction. Ça, c'est la restauration du Grand Palais Royal de Marie dans l'état dans lequel elle était. En 2010, il était prévu de poser sur le monument un toit de 2000 m² de superficie pour protéger ces restaurations qui, évidemment, sont dans le plus grand des dangers, dans la mesure où nous ne pouvons plus intervenir directement sur les lieux. On venait de bâtir sur le site un centre de visite en briques épisées, qui pour l'instant, à ma connaissance, est toujours encore intact, dans lequel, en particulier, toute la coopération entre la France et la Syrie était mise à l'honneur à travers une signalétique et à travers également donc l'opération qu'on avait menée avec le musée du Louvre pour une disposition d'une réplique de la fameuse statue d'Ébihil qui est ici actuellement à Lima, dont on avait disposé une réplique dans le centre de visite. Toutes ces remarques très rapides sont destinées essentiellement à vous faire prendre la mesure très concrètement des problèmes qui se posent sur un site qui finalement restait mal connu dans tous les détails effectivement des opérations qui étaient conduites, et il est essentiel pour tout diagnostic de bien mesurer l'ampleur effectivement de cette documentation et de ce qu'elle représente. Cela fait partie d'un mouvement général de la recherche archéologique qui était fondé sur l'acquisition massive de données. On l'a souvent souligné ce matin. Ces données en étaient arrivées au stade du classement et de le développement de bases de données internationales, que celles-ci concernent des périodes précises ou qu'elles concernent, comme ici, des bases de données régionales qui étaient en cours d'établissement. Et souvent, ces documents sont inestimables. Ils étaient souvent commandés directement par la Direction générale des antiquités et des musées. Et ce sont là les documents de base, tout simplement, de tout diagnostic et de toute expertise pour reprendre en main, effectivement, ce patrimoine.
Alors, je cite simplement ici le programme Arcane, par exemple, qui concernait cette fois-ci des questions de chronologie du 3e millénaire, pas seulement en Syrie, mais dont au moins quasiment un quart de la documentation concernait la Syrie. La mission archéologique de Marie a largement participé à ce type de programme. Dans ce contexte-là, avec les turbulences du principe printemps arabe, ici ce sont les dernières photos que j'ai reçues du site de Marie et qui m'ont été transmises en particulier à l'occasion donc des accidents qu'avait subi la couverture de l'enceinte sacrée, non pas à cause de la guerre, mais simplement à cause d'un vent de sable, en l'occurrence en avril 2011. Il est évident que la protection d'un monument de ce type, qui était déjà d'une immense fragilité et qui avait été sauvé par Jean Margueron dans les années 90, après la fouille d'André Parot, il est maintenant clairement en très grand danger. Vous avez là le seul et unique palais du 3e millénaire conservé dans cet état-là, avec des murs de 7 mètres de hauteur, et voilà l'état dans lequel il est. Ça reste comme ça pendant 5 ans, le palais s'effondre. Il n'y a aucun doute là-dessus, et ce sera un immense désastre. Alors dans ce cadre-là, et je finirai sur ça, dans le cadre en particulier des opérations que nous conduisons avec le ministère des Affaires étrangères, toute une série d'orientations ont été définies par la commission des fouilles, notamment, à la fois d'une part la prise de mesures conservatoires en faveur des missions. Ces mesures concernent d'abord et avant tout la participation aux initiatives internationales de protection du patrimoine, ça c'est un premier point. C'est la gestion d'autre part des programmes de publication et de mise en valeur, et surtout ce qui est essentiel, le développement de notre dispositif de doctorants en particulier, car si on parle du patrimoine, il s'agit surtout aussi d'hommes qui travaillent sur le patrimoine et de femmes, et on pense à l'avenir. Et l'avenir, ce sont nos jeunes étudiants, et en particulier les étudiants syriens qui ont la chance pour l'instant d'être effectivement en Occident et de pouvoir travailler actuellement dans des conditions difficiles parce que moralement c'est très dur, mais qui sont l'avenir. Et c'est surtout sur cela que nous, universitaires en particulier, nous devons fonder notre intervention, car c'est eux qui retourneront un jour sur le terrain et qui pourront réaliser les interventions que nous pouvons. Alors ici, quelques éléments de ces interventions et de travaux conduits ces dernières années sur la documentation graphique. J'insiste sur l'importance des programmes de publication qui se poursuivent, notamment dans le cadre de notre coopération avec l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth, coopération qui se traduit en particulier par la traduction systématique de notre documentation également en arabe, ce qui est fondamental pour la politique de la mission. C'est également la politique patrimoniale, en accord évidemment et en coopération avec le musée du Louvre, c'est l'exposition que nous faisons actuellement à Lima, je n'insiste pas sur cela. C'est l'importance surtout de notre documentation et en particulier de nos archives, qui sont un des points cruciaux. On en parlait ce matin avec notre collègue Jean-Marie Denzer. À Nanterre, nous avons un service des archives, en particulier des missions archéologiques françaises à l'étranger. La documentation que nous avons là est évidemment un élément crucial de ce patrimoine, et elle est un élément clé en particulier pour toutes les discussions sur l'expertise et l'analyse de ce patrimoine archéologique. Pour terminer, quelques photos effectivement tirées de ces archives, pour la plupart restées inédites ou publiées simplement à l'occasion de cette exposition. Quelques-uns de ces documents, qui sont des petites merveilles. Et pour finir, simplement, donc le rappel de la coopération également au niveau international, notamment dans le cadre de l'élaboration de la liste rouge pour la Syrie, à laquelle nous avons participé au cours de l'année dernière, et la participation au programme justement de fédération actuellement des bases de données qui sont en cours actuellement. Nous participons en particulier donc au travail de fédération que nous avons appelé la Syrian Database, avec Franck Bremer en particulier, Graham Philippe et Bernard Geyer, où il s'agit de cartographier précisément, à l'aide de la documentation que nous avions acquise depuis une trentaine d'années, donc dans la vallée de l'Euphrate en ce qui concerne la mission archéologique de Marie, de travailler à cette carte archéologique de la Syrie qui reste encore pour l'instant donc un chantier en construction et que nous avons souhaité pouvoir reprendre effectivement. C'est l'affaire de ces scientifiques qui sont soucieux effectivement de documenter précisément pour les archéologues syriens justement l'état de ce patrimoine et la cartographie que l'on peut en faire, car il y a une urgence effectivement. Cette urgence, c'est les inventaires, ce sont les bases de données. D'abord et avant tout. Celles des missions archéologiques, qui souvent sont les seules à avoir les listes complètes, effectivement, d'objets qui ont été déposés dans les musées, les inventaires, effectivement, des musées, mais les inventaires de sites archéologiques aussi, qui ont été réalisés à partir de la trentaine de prospections qui ont eu lieu depuis 30 ans. Voilà la contribution, si vous voulez, des scientifiques qui sont surtout soucieux, et j'insiste là-dessus parce que c'était la priorité de la mission archéologique de Marie, c'était la formation sur le terrain. Et ce qu'on n'a pas pu continuer sur le terrain parce que le chantier école est fermé, eh bien nous le continuons en France avec les moyens que nous avons, et j'en profite pour saluer tous nos étudiants syriens, évidemment, qui sont très attentivement associés à tous ces projets. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.
Alors, avec Sophie, on se disait, mais il ne va parler que de Marie, etc. Mais c'est magnifique ce que vous nous avez raconté là. Non, mais on voit très bien les enjeux. Les enjeux sont énormes. Et je vous le dis en toute confidence, je vais vous écrire pour vous commander un texte pour Cantara, parce que je crois que c'est important que nos lecteurs puissent lire ce genre de présentation. Alors, je vais faire quelque chose qui n'est pas très joli pour le public, c'est que nous sommes déjà à 16h30 et j'aurais dû vous passer la parole, mais je préfère, si ça ne vous ennuie pas, demander à chacune des personnes qui sont au podium de réagir à l'une ou l'autre des interventions parce que j'aimerais bien entendre leur avis sur ce qui a été dit par l'un ou l'autre des intervenants. Et puis on passera à la deuxième séance, mais vous aurez le loisir après, vous demanderez à Sophie, qui est beaucoup plus gentille que moi, Sophie Cluzan, qui va présider la séance, de vous passer la parole et de vous laisser échanger avec les intervenants. Alors, on commence par qui? Par... Allez, Nada, que pensez-vous de ce qui a été dit notamment par Jade, qui est une approche totalement différente de la vôtre finalement? Voilà. Mais c'est pour ça, justement, que je disais que le travail de la société civile était très important et des ONG, parce qu'ils ont une approche qui n'est justement pas institutionnelle. Ils travaillent d'une autre manière. D'ailleurs, c'était, je trouve, vraiment une présentation très, très belle et intéressante qui montrait toute la valeur du travail du patrimoine pour la société et comment, quand on travaille sur des micro-projets, on touche à des thèmes très importants et très larges. Ce n'est pas ce qu'on fait nous, mais il faut le mandat international et il faut le travail de dentelle que font les ONG au sein d'une société donnée. Je voudrais réagir à ce que Rijad a dit. Là aussi, dans des conditions extrêmes, ces ONG syriennes sont en train de travailler. C'est vraiment... chapeau bas, vraiment, pour tout le travail que vous faites, bravo. Et c'est bien que vous travaillez aussi ensemble, donc de dépasser cette rivalité dont on parlait ce matin. Je vous remercie pour toutes les propositions concrètes que vous avez faites. Elles sont parfois ce qu'on fait maintenant et parfois impossibles à réaliser. Par exemple, Interpol. J'en avais parlé avec Cheikh Mousse auparavant. C'est une police internationale, donc elle travaille avec les gouvernements, elle travaille avec les bases de données de gouvernement, et ils ont une base de données qu'ils ne partagent pas. C'est un secret professionnel. Même avec nous, ils ne la partagent pas. Je veux dire, c'est un travail d'une certaine nature, comme les services secrets. Ils ne vont pas, vous voyez, partager avec la société civile. Mais c'est pour ça que l'UNESCO est là, pour faire le relais, et nous le faisons. Nous faisons le relais à chaque fois qu'on a des informations des ONG syriennes, avec Interpol. Et d'ailleurs, on travaille avec la direction des antiquités Interpol. Voilà. Je ne veux pas monopoliser la parole, mais on peut discuter plus tard aussi. Merci. Alors, qui veut intervenir? Samir. Je ne veux pas vous forcer, mais... Oui. En fait, la richesse de toutes ces interventions est quelque chose dont profite l'audience, mais aussi les gens qui sont de ce côté-ci de la table. Et en suivant des séries de réunions, il s'avère que nous apprenons aussi beaucoup de choses. Et il est vrai que les situations, en fait, sont très complexes. Quand on pense au gardiennage. Bon, je prends un exemple parmi d'autres. Il est facile de dire qu'il n'y a pas de gardien. Mais les gardiens étaient autrefois assurés par les missions étrangères. Il faut le savoir. C'est elles qui payaient les gardiens. Avec le blocus économique qu'il y a eu, tout ce qui part à la Syrie est interdit. Et en plus, il y a des instructions des autorités de tutelle qui ont empêché les gardiens de recevoir leur salaire. Bon, ça n'est
peut-être pas notre spécialité à nous, ICOMOS, mais en suivant les diverses interventions, la DGAM se plaint de ce fait. Elle-même a des gardiens, elle a accru le nombre de ses gardiens, mais la situation est très difficile, ceux-ci risquent leur vie. Et de toute manière, il y a un passage de relais qui effectivement n'a pas lieu, mais également du fait d'autres responsabilités, y compris dans les pays qui envoyaient des missions de fouille en Syrie. D'autre part, je crois que la règle du jeu était de parler de projets concrets. Nous avons évoqué nous-mêmes pour l'ICOMOS ce que l'on avait pu faire, mais si la règle du jeu était de lister tout ce qui pouvait être fait aussi, nous pourrions avec d'autres contribuer à allonger la liste. Voilà. Merci. Merci. Souhaitez-vous intervenir? Oui, allez-y. Oui, c'était une simple intervention, effectivement, puisqu'on parlait de situations concrètes. Je dirais que je crois que pour notre génération d'archéologues en particulier, il est assez clair que, surtout après ce qu'on a vu en Irak, on n'arrive plus à se résoudre à l'idée qu'on ait des dégâts collatéraux. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve inacceptable dans ces conflits. Et je tiens à souligner encore une fois à quel point, et à rendre hommage aux archéologues syriens qui justement ont bien compris qu'on n'allait pas faire le compte simplement comme à la fin de la guerre en Irak où finalement on s'est rendu compte de l'ampleur de la catastrophe. Je crois que la chute du musée de Bagdad, ça a été un électrochoc pour beaucoup. La liste rouge pour la Syrie en témoigne très largement, justement. On anticipe les choses, effectivement, et un de nos soucis, ça a été, disons, de répondre effectivement à toutes les demandes de nos collègues archéologues, en particulier dès qu'on pouvait, en termes d'expertise et de télé-expertise s'il le faut, puisqu'on ne peut pas se rendre directement sur le site pour pouvoir effectivement assumer cela. Je dirais à décharge pour ce qui est du gardiennage, on est en train de faire toute la question, c'est la cartographie justement de ce qui est possible ou pas possible. Je rappellerai quand même que le gardiennage n'était pas prévu pour un conflit de ce type-là. Et qu'il faut quand même rendre hommage à ces gardiens qui se sont retrouvés du jour au lendemain à gérer des situations. Ils sont là pour empêcher le petit pillage du voisinage. Ils n'ont jamais été prévus, ne pouvaient pas de toute façon, sans intervention directe d'ailleurs des autorités, lutter contre des pillards internationaux ou des choses comme ça. Nous, on l'a vu dans le cas de Marie, on a été totalement débordé d'emblée par le problème. À partir du moment où vous avez effectivement la vallée entière est complètement perdue par le gouvernement et qu'elle se retrouve dans une situation de chaos total, le gardien se retrouve menacé physiquement d'emblée parce qu'il est le dernier ou supposé être un représentant du régime, entre guillemets. Donc à partir de là, il y a une inadéquation inévitable parce que justement, on ne pouvait pas anticiper l'ampleur de la chose, mais maintenant on tente d'anticiper précisément. Et toutes ces opérations préventives qui sont conduites nous sont, me semble-t-il, essentielles, effectivement. Et si on peut les accompagner, il faut essayer, tant qu'à faire, de les accompagner sous le couvert des organisations internationales et aussi en collaboration avec la direction générale d'abord des antiquités et des musées. Ça, c'est fondamental. J'insiste sur cette unité fondamentale des archéologues syriens. Oui, une toute petite remarque. Je voudrais dire, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On ne peut pas... quand on parle de l'UNESCO, il faut bien comprendre, l'UNESCO est une organisation qui est formée d'États membres. Et donc, il y a des choses que l'UNESCO ne peut pas faire. Je veux dire, l'UNESCO travaille avec les institutions, peut travailler avec les institutions officielles syriennes. Mais je pensais par exemple au programme qu'a présenté M. Mehmedi, les mesures pratiques. Le rôle de l'UNESCO pour ces mesures pratiques est limité, je veux dire. Et ça, il faut se dire qu'à ce moment-là, le poids important qui revient aux ONG. Je veux dire, là où l'UNESCO ne peut pas faire, il faut que les ONG fassent. Et pour ça, le plus souvent, le gros problème n'est pas un problème de capacité, n'est pas un problème d'expertise, c'est un problème financier. Et aujourd'hui, je prends un exemple très simple, je connais ce problème à travers PSF, mais toutes les ONG le connaissent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui va dans des...
actions humanitaires, etc. Mais par exemple, les financements européens sont ciblés sur les très grosses structures. Je veux dire, les financements européens ne sont plus donnés. Il y a quelques années, c'était encore possible. Maintenant, c'est fini. Ils ne veulent plus s'embêter, travailler avec une série de petites ONG, etc. Ils vont vers les très grosses structures. Ils bossent avec les très grosses structures. Or, les très grosses structures ne sont pas toujours les plus efficaces et les plus rentables pour intervenir dans des projets de ce type, des projets d'intervention locale, particulière, d'urgence, etc. Donc, bon, c'est ça le problème. L'importance, les ONG doivent remplir le vide que l'UNESCO ne peut pas remplir, et les ONG n'ont pas les moyens essentiellement financiers pour le faire. Voilà, il faut dire les choses clairement. Nada. Merci. C'est pas pour rebondir sur ça, c'est un long débat, mais c'est pas pour rebondir. Jade connaît très bien l'UNESCO. C'est pour parler de la question de la restauration des monuments tout de suite. Je voudrais juste mettre un bémol sur cette question, parce que à vouloir, avec bonne volonté, restaurer rapidement des sites archéologiques ou des bâtiments ou des villes qui ont été endommagés à cause de la guerre, on risque de faire des erreurs dans les choix de conservation, dans les matériaux, dans l'étude historique, etc. Donc là, il faut beaucoup de prudence. Dans cette situation de conflit actuel, donc qui n'est pas encore gelée, il faut œuvrer à laisser les choses en place, à les protéger en place et à ne pas être interventionniste pour ne pas faire de mauvais choix de conservation, de restauration, de reconstruction. Voilà. Riyad, le mot de la fin. Pardon, j'ai pris la deuxième fois sans vous. En fait, après toutes ces interventions, on se rend compte qu'aucune des structures, que ce soit les associations de la société civile, le monde académique ou les institutions de l'UNESCO ou l'ICOMOS ne peut gérer la totalité du conflit syrien. Et ce n'est qu'une collaboration plus étroite de tout, que ce soit les associations civiles ou les Nations Unies et le monde académique. Ce n'est que comme ça qu'on pourra vraiment résoudre le cas syrien, bien qu'il est très compliqué. Mais pour la restauration des monuments, en fait, ça, je sais que c'est loin d'être si évident de restaurer tout de suite, parce que j'ai participé à la mission archéologique à Bamiyan en Afghanistan en 2004. Et déjà à l'époque, on parlait de restauration des Bouddhas, soit à l'identique, soit par une projection d'hologramme la nuit. Mais il n'y a rien qui est fait il y a 10 ans environ. Donc, il y a beaucoup qui a été fait. Oui, mais je veux dire au niveau de la restauration des Bouddhas, en fait, parce qu'il y avait déjà à l'époque, on parlait de ça, mais ça, on est conscient, en fait, que c'est un processus qui est assez long. Mais on a dit ça parce qu'il faut être très attentif, parce qu'un jour le conflit va s'arrêter. Et il ne faut pas laisser direct les bulldozers nettoyer et construire des tours, quoi. C'était à cause de ça.